Monsieur le député, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, constructeur, développeur et promoteur immobilier, et en partenariat avec le journal La Tribune. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le jour et la nuit, les hommes et les mathématiciens. Et allez savoir pourquoi, il vit que cela était bon. Le monde était alors voué à une séparation en deux catégories. Mais c'était sans compter sur vous, monsieur Villani, vous qui, là où beaucoup d'autres ont échoué, tentez de réaliser la réconciliation entre ces deux créatures que tout semblait opposer. Pendant longtemps, on aurait pu croire que vous ne seriez pas l'élu qui changerait l'ordre des choses. Tout commence un 5 octobre 1973 à Brive-la-Gaillarde. Vous naissez dans une famille d'intellectuels lettrés où vous prenez rapidement goût à la lecture. Enfant, votre santé relativement fragile vous contraint à rester cloîtré à la maison. Les films, BD, romans et les ouvrages de vulgarisation scientifique constituent alors l'essentiel de votre rapport au monde. Et lorsque vous êtes à l'école, les choses n'en sont pas beaucoup plus faciles. Vous, le timide premier de la classe, l'intello, suscitez certes l'admiration de vos professeurs, mais êtes incompris par vos camarades. Vous n'y prêtez pas attention et retournez à vos livres. À trop souvent vous voir déguisé en Goldorak, mimer des combats pendant des heures dans le jardin de votre maison corésienne, vos parents décident de prendre les choses en main. Désormais, la règle est simple, un sport et un instrument de musique par enfant. Si votre naissance bréviste aurait pu laisser imaginer le rugby et la trompette, il n'en est rien. Vous choisissez le piano et le tennis de table et vous y consacrez corps et âme. La pratique de ces activités extrascolaires ne vous empêche pas pour autant de continuer à briller par vos prédispositions et par votre travail assidu en mathématiques. Preuve en est lorsqu'à 18 ans, vous obtenez la meilleure note de votre académie au baccalauréat. Vous quittez alors la province et décidez de poursuivre de prestigieuses études à Paris. Après 2 années de classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, intégrer l'ENS n'est pour vous qu'une formalité. Vous terminez 4e du concours. En arrivant le jour de la rentrée rue d'Ulm, vêtu d'un t-shirt marsupilami, tout portait à croire que rendre les maths sexy n'était pas encore gagné. Mais passons. Après vos années d'études, vous entreprenez une carrière universitaire qui vous propulsera jusqu'au sommet. En 2010, la médaille Fields, plus haute distinction mathématique internationale, vient récompenser le brillant chercheur que vous êtes pour vos preuves de l'amortissement Landau non linéaire et de la convergence vers l'équilibre pour l'équation de Boltzmann. À ce moment-là, le monde vous découvre et reste bouche bée devant l'aisance et la pédagogie dont vous faites preuve lorsque vous expliquez aux médias le contenu de vos travaux. Vous poursuivez sur cette lancée en mettant progressivement de côté votre carrière de chercheur pour vous consacrer à cette nouvelle mission dont vous vous sentez investi, devenir le chantre de la vulgarisation mathématique. À ce titre, vous publiez en 2012 votre ouvrage « Théorème vivant » et participez au tournage du documentaire « Comment j'ai détesté les maths ». 2 francs succès. Mais vous ne vous arrêtez pas là et allez même jusqu'à donner une conférence durant l'Imagination Week de l'ESSEC en 2016. Comment en êtes-vous arrivé, vous, l'ancien timide, à devenir le matheux le plus éloquent que nous connaissions ? Nous avons sans doute sauté une étape. Revenons alors, si vous le voulez bien, quelques années en arrière. En réalité, entrer à l'ENS opère pour vous comme une rupture. Ancien timide introverti, vous êtes élu président du comité d'organisation des fêtes, l'équivalent de notre bureau des élèves. C'est à cette époque que vous héritez de plusieurs surnoms comme Villanuit, qui expriment tout le zèle que vous mettiez aussi bien à travailler les mathématiques qu'à tenir le bar du coffre jusqu'à des heures bien matinales. Vous y prendrez d'ailleurs votre première cuite, une bouteille de Kir à la main. Vous trouvez votre voix, votre identité en somme. Le choix que vous faites alors de votre look le confirme. Si cette tenue romantique a pu surprendre dans les premiers temps, elle est désormais votre marque de fabrique et vous la portez comme une seconde peau. Votre décomplexion progressive vous amène à prendre des responsabilités de plus en plus importantes. En 2009 notamment, vous devenez directeur de l'Institut de recherche mathématique Henri Poincaré. Vous vous lancez alors dans d'ambitieux projets,
comme celui d'être le porte-parole de la France pour l'exposition universelle 2025, le dernier pas vers votre engagement politique qui achève de démystifier les maths. Si votre engagement ne date pas d'hier, vous aviez notamment témoigné votre soutien à Anne Hidalgo lors des élections municipales de 2014, beaucoup ont été surpris par votre candidature lors des élections législatives sous l'étiquette de La République En Marche, dans la 5e circonscription de l'Essonne, et encore davantage lors des résultats de ces élections que vous avez remportés haut la main face à la candidate Les Républicains, Laure Darcos. S'il faut reconnaître que réaliser vos déplacements de campagne en Uber a de quoi faire sourire, fallait-il s'étonner pour autant que le premier mathématicien de France devienne député? Vous, qui vous décrivez comme toujours prêt à saisir les opportunités, vous n'avez fait que profiter habilement du raz-de-marée En Marche. Mardi dernier, l'ancien Premier ministre Manuel Valls nous expliquait avec conviction que la politique est un métier à part entière. Nous passerons sur les réactions du public, mais il semblerait qu'Emmanuel Macron voit les choses autrement. En accordant un point d'honneur à s'entourer de véritables experts dans différents domaines, il rompt avec l'éveil logique de la Ve République. Mais ce que l'on pense être l'invention d'En Marche n'est en réalité que la réactualisation d'une idée bien plus ancienne. On connaissait l'intérêt du président de la République pour la philosophie. Aucune surprise donc à ce qu'il s'inspire des idées politiques de Platon pour définir l'organisation de sa cité idéale. La République En Marche n'a donc pas que son philosophe roi, mais également son député mathématicien. Le président compte sur vous pour réformer l'enseignement des mathématiques en France, et on espère avec lui que vous ferez remonter la France dans le classement PISA. En tous les cas, sachez, monsieur Villani, que vous avez su tous deux nous convaincre que, comme vous aimez à le dire, si la mathématique peut être un extraordinaire moyen d'explorer le monde physique, le métier de mathématicien peut aussi être un extraordinaire moyen d'explorer le monde des humains. Nous ne doutons pas que vous saurez faire de même pour votre public ce soir. Les mardis de l'ESSEC vous souhaitent à tous un excellent débat. Monsieur Villani, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avant de commencer, vous disposez d'un droit de réponse par rapport à la présentation qui vient d'être réalisée par Armand et Paul. Je vais juste faire 2 commentaires. Le premier, c'est que la chronologie avait quelques petites défaillances, puisque quand je regardais Goldorak, j'avais déjà déménagé à Toulon. Le deuxième, c'est que, contrairement à l'impression que ça a pu donner, président du bureau des élèves et apprenti chercheur, ça n'allait pas bien ensemble, et cette exaltante responsabilité à la présidence du comité d'organisation des fêtes a bien failli être la fin de ma carrière de chercheur. La vérité, c'est que c'était pas tellement mathématiques le jour et fête la nuit, c'était fête le jour et fête la nuit. Enfin, fête, évidemment, il y avait tout un travail d'organisation, beaucoup d'administration, et j'avais pris un grand plaisir à sortir du chaos un certain nombre de procédures et beaucoup de procédures et de moyens du comité d'organisation des fêtes. Ça avait été passionnant, mais c'était un coup très dur pour le démarrage de ma thèse, dont je ne vais pas dire qu'elle se passait mal, mais plutôt qu'elle ne se passait pas. À tel point que, après quelques mois de ce régime, à l'occasion des vœux de Nouvel An, passage de 1994 à 1995, comme le temps passe, mon directeur de thèse m'avait envoyé une petite carte pour les vœux, disant « Il serait peut-être temps de se mettre au travail. À bientôt, j'espère. » Voilà. Même ça n'a pas suffi à me remettre au travail. Dans la vie, il y a des carottes et des bâtons. Et il a fallu une carotte pour me remettre au travail. Ça a été la promesse d'un poste d'agrégé préparateur à l'École normale supérieure, autrement dit Caïman,
un poste que je souhaitais plus que tout au monde et qui m'a remis au travail du jour au lendemain. Merci Monsieur Villani. Alors nous allons organiser cette interview autour de 3 grands axes. Nous allons d'abord aborder la vie de chercheur de Cédric Villani, ensuite son engagement en politique, et finalement nous évoquerons ses 2 projets phares, à savoir l'intelligence artificielle et la réforme des mathématiques. En août 2017, Patrick Montfort, secrétaire général du syndicat national de chercheurs scientifiques, explique « Recruté à Bac+8, un chercheur français ne touche que 2 000 € net. Il pourra au mieux toucher entre 3 500 et 4 000 € s'il devient professeur d'université ou directeur de recherche. Dans le même temps, aux États-Unis, les chercheurs touchent 3 voire 4 fois plus. Et dans un tel contexte, faire venir travailler en laboratoire des chercheurs mieux payés ailleurs, c'est dur à avaler. Est-ce difficile d'être chercheur en France aujourd'hui ? Pour être complètement honnête, il y a des salaires plus élevés, encore plus rares. Mais par exemple, un professeur au Collège de France doit avoir quelque chose comme 6 000 € net ou quelque chose. Même ça, ce n'est guère par rapport au salaire, évidemment, de quelqu'un qui fait carrière dans l'entreprise. Une autre façon, pour les quelques chercheurs qui sont sollicités par le privé, d'arrondir les fins de mois et de donner des conférences en milieu dans les entreprises. Et 1 heure de conférence d'un chercheur très connu peut valoir très cher pour une entreprise. Et là encore, ça touche qu'une toute petite portion des chercheurs. Et les chiffres avancés par M. Montfort, bien sûr, sont globalement exacts, modulo ces subtilités. Évidemment, traversant l'Atlantique, on multiplie son salaire par 3, ou par 4, ou par 5. Ça, c'était la situation telle que l'on pouvait se le dire il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de traverser l'Atlantique. Il suffit de passer de votre bureau parisien universitaire à un bureau parisien d'un laboratoire de Facebook ou de Google pour voir effectivement son salaire multiplié par 4. Dans les cas des chercheurs les plus reconnus, ou même dans les cas des jeunes chercheurs. Et il y a un danger grave de déséquilibre pour l'ensemble de la profession, sur ces sujets-là en particulier, ceux qui sont liés à une nouvelle vague high-tech et en particulier à l'intelligence artificielle de près ou de loin, et il faut qu'on y remédie. Le salaire n'est d'habitude pas la première motivation, cela dit, des chercheurs, sinon ils n'auraient pas choisi ce métier-là. Et même ceux qui partent chez les instituts concurrents le disent bien. C'est d'autres choses qui m'ont attiré, souvent. Mais là aussi, ça fait très mal quand on écoute ça. En particulier, on trouve beaucoup de liberté dans les laboratoires de recherche industrielle privés des grands groupes. C'est le monde à l'envers. D'habitude, le deal, c'est plus de liberté dans la recherche publique en échange de salaires plus bas. Ici, passant de côté privé, vous avez à la fois plus de liberté et des salaires plus élevés. Justement, alors concernant les conditions de recherche, un autre témoignage, c'était celui de Madame Sanlou, que vous connaissez peut-être, chercheuse à l'université Pierre et Marie Curie. Alors elle déplorait le fait que l'Agence nationale de recherche ne finance qu'entre 10 et 15% des projets qui lui sont soumis, contre 25% pour son équivalent allemand. La question, alors pourquoi est-ce que on ne peut pas justement impliquer davantage les financements privés pour financer les instituts? Dans votre livre, par exemple, vous prenez l'exemple de l'Institute for Advanced Studies, qui fonctionne remarquablement bien. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Faisons-le, chers amis. Mais ça veut dire convaincre nos amis, grands financiers, grands mécènes, grands patrons, de soutenir massivement la recherche et le monde universitaire. Ça se pratique aux États-Unis, mais ce n'est pas une décision de l'État. C'est tout simplement une question de culture américaine, où il est normal de donner des sommes considérables au monde universitaire, au monde de la recherche, en partie en motivation de gratitude pour rendre à l'écosystème dont on est issu, en partie parce que les liens entre le privé, entre la recherche et l'industrie sont beaucoup plus forts aux États-Unis ou dans d'autres pays qu'en France. Ce genre de choses ne se décide pas. Ce sont des changements d'attitude, des changements de recherche qui s'effectuent sur des décennies, si tant est qu'ils sont faisables. En France, l'opinion dominante des acteurs, c'est qu'on ne peut pas espérer
une structure similaire à celle qu'on a dans d'autres grands pays, avec un partage public-privé similaire, et qu'il faut recourir beaucoup plus à l'État. Mais ça, ce n'est pas que pour la recherche, c'est aussi pour le modèle social, c'est aussi pour l'éducation, c'est aussi pour beaucoup de choses qui sont considérées comme étant du ressort de l'État et qui, aux États-Unis, ne sont pas considérées comme telles. Dans ce cas, est-ce qu'il faut plutôt changer de modèle, à savoir s'orienter vers un modèle avec plus de financement privé, ou pousser peut-être plus loin notre modèle, qui serait le modèle français, avec un financement public qui est déjà assez fort et qu'il faudrait encore plus développer? En premier, il ne fait pas de doute que l'Agence nationale pour la recherche n'est pas assez dotée, juste pas assez de budget. Et ça s'est vu d'ailleurs que dans la dernière loi de budget, le poste qui a augmenté significativement, c'est celui-là, même s'il a augmenté que d'une fraction, petite fraction de ce qui est souhaitable. Les pourcentages qui étaient évoqués tout à l'heure, 10-15% de succès, c'est juste pas assez. Disons que 20% est un grand minimum, 25% est mieux, et on peut aller jusqu'à un tiers, sans pour autant que ça compromette la qualité d'ensemble. Quand j'étais à l'Institut Henri Poincaré, on cherchait à viser, parmi les projets qu'on accueillait, un taux de succès de 1 sur 2, qui veut dire qu'on a un assez bon équilibre. Quand votre taux de succès est trop important, ça veut dire que vous n'êtes pas assez sélectif ou que la barre n'est pas assez haute. Quand il est trop faible, ça veut dire que tout le système passe trop d'énergie à candidater, à faire des dossiers qui ne sont pas suivis des faits. Et de tous les grands organismes de recherche en France, l'institution, certainement l'ANR, qui est la plus en méforme, disons. En ce moment, il y a une reprise en main qui est de bon augure. C'est pas, pour ce qui est du financement privé, honnêtement, c'est pas faute d'avoir essayé. Tous les ministres de la Recherche qui se sont succédés ces dernières années ont tous dit que ça serait super s'il y avait plus de financement privé de la recherche, à condition que ce soit qu'on s'entende sur le mot recherche. Recherche au sens universitaire, académique du terme aussi, pas avec juste une finalité de construction de produits, pas au sens recherche et développement. Recherche fondamentale. Fondamentale et pas un super mot non plus, parce qu'il y a aussi de la recherche appliquée qui n'est pas dite en sciences appliquées, qui n'est pas directement du niveau industriel ou en R&D. En fait, ça dépend de la terminologie, ça varie même d'un pays à l'autre, ce qu'on appellera fondamental. Et pour ce qui est de définir ce qui est entre le plus fondamental et le plus appliqué, disons, il y a toute une échelle, toute une gamme. Il n'y a pas de dichotomie stricte de toute façon. On a vu récemment, aussi bien à l'étranger qu'en France parfois, des très beaux modèles se construire de laboratoires, par exemple laboratoires mixtes faisant intervenir un opérateur privé et le CNRS, ou bien des laboratoires faisant intervenir des acteurs universitaires et des acteurs privés, ou même des grandes entreprises faisant vivre des laboratoires de recherche sans aucune obligation de retombée industrielle. Par exemple, Microsoft Research, c'était un très bel institut de recherche qu'on peut qualifier de fondamental, financé entièrement par Microsoft, sans qu'il y ait de but de développement des produits Microsoft. Alors justement, sur cet équilibre public-privé, vous faites vous-même partie du conseil scientifique d'Atos et d'Orange. Alors comment est-ce qu'on peut garder justement un équilibre entre une recherche qui soit au plus près des besoins de l'économie, tout en évitant le conflit d'intérêts? En premier lieu, j'ai démissionné du conseil scientifique d'Orange, dont j'étais président. Il y avait une question de conflit d'emploi du temps, et puis même s'il n'y avait pas de strict, il y a toutes sortes de façons d'éviter les conflits d'intérêts. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, mais en l'occurrence, être président d'un conseil scientifique d'entreprise privée et en même temps député, ça pouvait poser des soucis. J'ai gardé le conseil scientifique d'Atos, c'est le seul que j'ai gardé. Je me suis mis cependant j'ai mis cette activité de côté pendant toute la durée de la mission intelligence artificielle, là aussi, pour éviter qu'il y ait des risques ou des soupçons de conflit d'intérêts. C'est extrêmement profitable de participer à une telle expérience de conseil scientifique de
recherche privée. C'est l'une des premières choses, à vrai dire, que m'avait confié mon directeur de thèse, Pierre-Louis Lyons, qui lui-même a fait une grande carrière au service de la recherche industrielle et a été lui aussi président du conseil scientifique d'Orange et a été dans membre d'autres conseils scientifiques. Et ça vous ouvre les yeux, ce genre d'expérience, sur beaucoup d'applications et de problématiques qui se posent à l'interface entre problèmes de recherche fondamentales et problèmes extrêmement appliqués. Et mes années de conseil scientifique d'Orange, ça a été une expérience irremplaçable. Les questions d'équilibre, c'est pas de ce côté-là qu'elles se posent et c'est pas de ce côté-là que les chercheurs se plaindront. Beaucoup plus problématique, c'est l'équilibre entre tâches administratives et tâches de recherche. Nous y viendrons, ne vous en faites pas. Voilà, c'est bien, mais vous avez bien préparé votre sujet. Absolument. Et concernant la situation des chercheurs, donc en France, on entend souvent que dans tous les autres pays du monde, le PhD est un signe d'excellence, alors qu'en France, il faut vendre son doctorat aux recruteurs. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous en dites ? Il y a un manque de reconnaissance vis-à-vis des chercheurs en France ? Dire que dans tous les pays du monde, c'est reconnu est une exagération, mais dans beaucoup de pays, c'est vrai. Et dans le monde anglo-saxon, dans le monde allemand, dans un certain nombre de pays, effectivement, bien davantage qu'en France, on met en avant son titre de docteur, voire on se fait appeler docteur sur la carte de visite, ça sera marqué, soit Henri Dupont, PhD, soit docteur Henri Dupont. Enfin, c'est quelque chose qu'on arbore fièrement et qui est pris en compte de façon intangible dans le respect, dans la carrière, dans l'avancement. En France, c'est pas vraiment le cas. Dans beaucoup de carrières, il est objectivement préférable d'avoir un diplôme d'ingénieur plutôt que d'être docteur, alors qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de qualification. Disons qu'ingénieur, vous êtes à un bac plus 5, à thèse, vous êtes à un bac plus 8. Quand vous avez l'habilitation à diriger des recherches, c'est, disons, équivalent bac plus 11 ou bac plus 12. Et pourtant, ce sont des choses qui ne sont pas valorisées en pratique, qui se retrouvent presque jamais dans les grilles de salaire. Et il y a là, bien sûr, des questions liées à l'histoire de la France et à la spécificité du diplôme d'ingénieur à la française, qui a établi une sorte de norme et qui est la séparation entre le monde des écoles d'ingénieurs d'un côté, le monde universitaire de l'autre, à jouer là-dedans, avec des effets assez calamiteux, il faut le dire. Mais faudrait-il revaloriser le statut des chercheurs alors ? Et si oui, comment ? Et la réponse est oui. Évidemment. Et tout le monde est d'accord pour dire oui. Mais après, comment, la question comment, la personne n'est d'accord. Des organismes comme le MEDEF vous diront que ce n'est pas le diplôme, mais l'expérience professionnelle qu'il faut valoriser, que c'est au docteur de se débrouiller pour valoriser lui-même ou elle-même son expérience professionnelle, avec tous les acquis qui sont venus. Les acquis spécialisés et non spécialisés qui sont venus avec la thèse. Parce que la thèse, ça développe aussi l'esprit de recherche, bien sûr, d'initiative, le simple fait d'avoir dû se bagarrer pour savoir sur quoi on allait travailler exactement, d'avoir su, dans bien des cas, et surtout dans les sciences dures, défendre des points de vue originaux, voire contraires à ceux de votre directeur de thèse. C'est aussi le fait souvent d'avoir pu travailler en équipe, d'avoir pu se sortir d'une situation avec un océan d'informations très dur à comprendre. Souvent, vous commencez votre thèse, vous ne comprenez pas votre sujet, vous ne comprenez pas les articles que vous lisez, vous ne comprenez pas ce que le patron de thèse veut de vous. Vous allez en séminaire et au bout de 10 minutes, vous êtes largué. C'est vraiment très, très dur. Se sortir de là, c'est en soi un test qui pourrait être valorisé. Mais donc en attendant, on ne met rien en place, on laisse nos chercheurs partir. En attendant, on ne met pas grand-chose en place, effectivement. Il y a quelques initiatives ici et là. Il y a des associations assez efficaces, dont l'association Bernard Grégory, qui a changé de nom, si je ne dis pas de bêtises, mais qui qui a toute une expertise dans le fait de conseiller les carrières des docteurs qui souhaitent continuer en dehors de l'université. C'est le cas d'une portion importante de ces docteurs. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est un changement qui relève peut-être
d'évolution légale, législative, voire réglementaire. Et il y a des projets très sérieux de garantir dans la fonction publique, par exemple, dans la haute administration, un certain pourcentage de docteurs, que de changements culturels. Et le fait de mettre en avant les docteurs chaque fois que possible, le fait aussi de travailler sur les compositions d'organismes tels que les conseils d'administration. Faites la comparaison entre la France et l'Allemagne sur les compositions des conseils d'administration, c'est très clair. Vous avez un panachage plus important entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, côté allemand, et ça joue dans l'efficacité de part et d'autre. Alors maintenant, la vie de chercheur, au sens propre du terme. Dans votre livre, justement, on se rend compte à quel point vos sujets de recherche sont imprévisibles. On a l'impression que vous découvrez presque par hasard le sujet qui mènera à votre médaille Fields, au détour de conversations avec des collègues. Alors, comment est-ce que c'est possible d'orienter son travail de façon efficace lorsqu'on est chercheur? N'y a-t-il pas des échéances à tenir? C'est tout un art. C'est pas presque par hasard, hein, c'est par hasard. Alors, il y a un presque, parce que quand même, on a la conversation, on est motivé et tout ça, et le simple fait de vouloir trouver un sujet intéressant, d'être ouvert sur plein de possibilités, de voyager, de discuter avec plein de monde, joue dans le fait qu'on arrive à ses fins. Mais effectivement, les meilleurs sujets, personne ne sait, il n'y a pas de recette pour les trouver, même pas de façon de savoir a priori que c'est un sujet qui va marcher ou pas. Vous allez me dire, c'est comme en entreprise. Les meilleurs modèles économiques, les meilleures idées de start-up ou de jeunes pousses, comme on dit, on ne les connaît pas a priori, il n'y a pas de recette toute faite pour les découvrir. Et souvent, c'est par hasard qu'on trouve son modèle économique, ou avec un pivot, comme on dit, ou par un concours de circonstances, ou parce qu'on a rencontré quelqu'un. En recherche aussi, et de façon très importante. Et ça va peut-être à l'encontre de l'image reçue, parce qu'on se dit que les universitaires, ils ont les idées bien arrêtées, comme ils réfléchissent beaucoup, ils planifient beaucoup, mais en fait, on le voit bien dans l'ouvrage, et je vous remercie d'avoir fait la remarque, à quel point c'est contingent, au sens où ça repose sur des choses imprévisibles, sur du hasard et sur des rebonds. Et on voit bien que non seulement, on voit bien dans Théorème vivant, non seulement dans le premier chapitre, on se dit qu'on va bosser sur un certain problème et finalement c'est sur un problème complètement différent qu'on se retrouve à travailler, relié mais quand même complètement différent. Puis on se lance dans une direction et c'est pas la bonne, on se relance dans une autre et c'est pas la bonne. De temps en temps, on a un coup de chance qui fait qu'on arrive à redémarrer. Il y a des moments où on croit qu'on a compris, on avance, alors qu'en fait c'est complètement faux. On se rend compte plus tard que c'était faux, mais si on n'avait pas eu l'idée fausse, on n'aurait peut-être pas avancé du tout. Et il y a sans arrêt ce genre de choses. Le maximum de sorcellerie, peut-être, c'est atteint quand mon voisin de bureau me donne une indication qui s'avère précieuse, suggérée par un dessin que j'avais fait sur un tableau. Et en fait, le dessin représentait la situation opposée de celle que lui avait en tête. Donc là, c'était vraiment de la sorcellerie. Mais pas tant le hasard que ça vous concernant, non? Enfin, vous expliquez clairement que vous tracez votre route jusqu'à la médaille Fields. Ça a été d'ailleurs critiqué, puisque normalement les chercheurs doivent avoir l'idée de la science pour la science, à tel point même que Ngao Bao Chao, l'autre médaillé Fields avec vous en 2010, est inconnu du grand public. Est-ce que vous êtes vraiment un scientifique comme les autres? Un chercheur comme les autres? Alors, en premier, oui, il y avait une question de plan. En tout cas, à partir du congrès de 2006. Vous calculez même combien de temps de travail vous devez, combien de temps vous devez accorder à vos travaux pour avoir la médaille Fields. Mais de toute façon, les règles sont très claires. C'est clair. En 2006, les règles ont été précisées et comme il y a une limite d'âge, d'un coup, en 2006, j'ai compris que ça serait soit en 2010, soit jamais. Ça, c'est le genre de pression extraordinaire. Le projet qui m'avait eu la médaille Fields, du moins qui a fait pencher la balance du bon côté, c'était l'amortissement Landau, que vous évoquiez, que vos camarades évoquaient tout à l'heure avec beaucoup d'aplomb. Et cet amortissement Landau, quand on s'est lancé dedans, j'avais aucune idée je pensais même pas que c'était un problème vraiment important. L'idée, c'était de le traiter en 2 semaines et de passer à autre chose. Et je comptais sur l'autre chose pour
vraiment résoudre en particulier les problèmes de régularité dans l'équation de Boltzmann, qui à ce jour sont toujours non résolus et qui étaient sans conteste le problème qui me tenait le plus à cœur. Et de fil en aiguille, je découvre que le problème qui était censé durer 2 semaines, finalement, c'est plutôt 1 mois. Finalement, ça va plutôt être 2. Finalement, ça va plutôt être 6 mois. Finalement, ça va m'occuper à temps plein presque à temps plein pendant 2 années, quelque chose comme ça. Et c'est celui-là qui a fait la différence. Donc, calculer n'est pas le bon mot. Avoir en tête qu'il y a une échéance, oui. Et dans le même temps, il y a un autre truc que j'ai fait qui était en un sens suicidaire avec cet objectif en tête, toujours un côté schizophrène, c'est que j'ai avancé sur mon bouquin, gros bouquin Topics in Optimal Transportation. Non, ça c'est le deuxième, Optimal Transport Old and New. J'ai écrit 2 livres sur le transport optimal. Quand vous écrivez un livre, vous savez que ça compte pour 0, pour les grands prix de recherche. Le livre a reçu plus tard un prix en tant que livre de recherche, mais c'est pas quelque chose qui compte dans votre dans votre dossier pour la médaille Fields ou pour d'autres prix. Et la stratégie logique, on va dire, ça aurait été de mettre ce livre de côté et de le reprendre plus tard, après 2010. Mais non, je me suis entêté sur le bouquin et de 2005 à 2008, j'y consacré une énergie invraisemblable. Les plus grandes obsessions de ma vie, ça a été le travail sur l'amortissement Landau et le travail sur le livre Optimal Transport Old and New. Obsession, c'est au point où ça m'est arrivé, par exemple, de faire ce qu'on voit un jour ce qu'on voit dans l'un des films de Cédric Clapiche, mais qui n'était pas encore sorti, à savoir en quête de batterie pour son ordinateur. Vous êtes en train de travailler sur votre chapitre, votre ordinateur n'a plus de batterie, vous vous installez dans les toilettes, vous vous enfermez dans les toilettes et vous travaillez dessus pendant tout le trajet du TGV. J'ai fait ça. C'était juste une souffrance inouïe d'abandonner le travail à ce moment-là, tellement j'étais dans un trip d'obsession par rapport à cette étape de recherche. Vous êtes dans l'obsession et puis après vous en sortez. Et être capable de s'obséder, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes dans un travail de chercheur. Alors j'ai répondu qu'à une partie de votre question, il y en avait une autre. Est-ce que vous êtes un chercheur comme les autres? Parce que les autres scientifiques ne cherchent pas la médaille, n'assument pas en tout cas chercher la médaille Fields. Vous le dites très clairement. Écoutez, en premier, je l'ai dit très clairement après coup, mais je ne l'aurais jamais avoué, même sous la torture, avant. C'est quelque chose que vous dites jamais. En second, je vais citer André Weil disant quelque chose comme tous mes collègues affirment qu'ils se fichent complètement des honneurs, mais je ne les ai jamais crus. Pour ce qui est de Bao Chao, que je connaissais depuis un moment et que j'ai côtoyé à Princeton aussi, qui a reçu la médaille Fields en 2010. D'ailleurs, tout le monde savait que Chao aurait la médaille Fields. Disons, pour les 3 autres, c'était tangent et personne d'autre n'avait sa place assurée. En revanche, Bao Chao, tout le monde savait parce qu'il avait fait quelque chose de juste inouï. Et la différence par rapport à la question médiatique, on l'a vu dès le lendemain de la médaille Fields. On a été invités tous les deux par le Grand Journal sur Canal+. Moi j'ai dit oui et lui il a dit non, tout simplement. Et tout le reste a été à l'avenant. Il y avait une certaine naïveté dans la façon dont j'ai pris la chose parce que j'avais aucune idée de ce que c'était que le Grand Journal de Canal+. Ça faisait très longtemps que je regardais plus la télévision et j'ai dit oui sans vérifier ni les détails ni le casting. Ça aurait pu être un désastre parce qu'à l'époque j'avais juste aucune familiarité avec la télévision. Puis ça n'a pas été trop un désastre et c'était le début. Vous parlez de la passion avec beaucoup de recherche. Pourtant, on aurait attendu d'un chercheur endurci comme vous que vous preniez la tête d'un laboratoire de recherche comme celui qui vous avait été proposé à l'ENS de Lyon. Pourquoi est-ce que vous avez plutôt préféré diriger les HP, Cédric Villani scientifique ou Cédric Villani manager? Alors là, il y a quelque chose de particulier, c'est vrai. Et après mon
D'abord, tout à l'heure, je parlais en riant de mon expérience à la présidence de l'association des élèves à l'ENS et de la façon dont on m'a repêché ou sauvé avec la promesse d'un poste de caïman pour me replonger dans la recherche. Mais la vérité, c'est que j'aimais beaucoup l'administration et que j'aurais très bien pu chercher à faire une carrière dans l'administration sinon. Et ça, l'idée d'organiser les choses me plaisait beaucoup. En particulier, il y avait eu l'organisation du grand bal du bicentenaire de l'ENS 1994, dans laquelle je m'étais impliqué à fond. Et plus tard, quand on m'a proposé le poste à l'Institut Henri Poincaré, pareil, la réaction normale à mon âge, je devais avoir 36 ans, quelque chose comme ça aurait été de dire non, proposez-le à quelqu'un qui a 15 ans de plus que moi. Et à la place, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et c'était vrai, ça m'intéressait. Côté manager, le côté défi, côté découverte de quelque chose de nouveau. Et ça a été un changement de vie important. Je me souviens du démarrage comme de quelque chose de très costaud. Les journées où on s'approprie l'administration, le nouvel institut. J'avais eu aucun biseau du précédent directeur. Il m'avait passé un coup de fil avant. Et puis, je prenais mes fonctions le jour J. Au jour J-1, il a déménagé son bureau et il était déjà parti quand je suis arrivé. Et puis, voilà, en avant, comme les enfants qu'on jette dans l'eau pour apprendre à nager. Et ça a été extrêmement instructif. Et ça a été compliqué. Et je suis assez content de ce qu'on a fait. On ne savait pas trop, je ne savais pas trop quel était le plan. Au bout de 7 ans de direction de l'Institut, j'ai compris exactement quel était le plan. Et j'ai dit, ouais, ça fait longtemps. Oui, hein. ça fait un peu de temps, oui, 7 ans. Ouais, au fur et à mesure, le plan se dessine. Au bout de 7 ans, j'ai compris quel était le plan, mais le plan, on a commencé à le mettre en œuvre dès 2011, c'est-à-dire dès l'année qui a suivi la première année. Première année, j'ai fait quelques bêtises, je me suis mis des associations à dos, il y a eu tout plein d'histoires. Voilà. On s'engueule avec les uns les autres. Ton début en politique? C'est encore autre chose que la politique, mais un petit peu, politique universitaire, disons, où il y a une très grande susceptibilité et beaucoup de passion à tous les étages et énormément d'heures généreusement données. Et puis après, on a mis en place le plan, et petit à petit, le plan, c'est ce qu'on a appelé Maison des mathématiques, projet dans lequel je suis toujours impliqué en tant que président du fonds de dotation, l'Institut Henri Poincaré, poste bénévole, et qui me permet de rester impliqué dans cette création. Et donc, Maison des mathématiques, c'est transformer l'Institut de plusieurs façons. D'abord, en associant beaucoup plus près le privé, et on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure. Quand je suis arrivé à l'Institut, c'était quelque chose comme 95% de financement public, quelque chose comme ça. Et donc, une toute petite portion de financement privé. Et maintenant, je pense qu'en coût complet, on est de l'ordre de 20% de financement privé. 20%, ça représente un demi-million annuel de fonds supplémentaires qui servent à développer des projets de recherche. Celui qui est le plus intéressant à mes yeux, c'est un projet de médiation mathématique par réalité augmentée, pour lequel on s'est associé avec une start-up autrichienne, une association allemande, un studio d'effets spéciaux parisien 3D, et projet que j'ai lancé au retour d'une conférence TED après avoir vu les premières démonstrations des HoloLens. Donc ça, c'est le genre de projet qu'on a pu lancer grâce à beaucoup plus de vision sur le monde de l'industrie, de l'entreprise. Le développement, ça a aussi été l'agrandissement et l'annexion d'un nouveau bâtiment. Donc on double la surface accessible aux chercheurs. On ajoute un bâtiment, la rénovation représente une douzaine de millions d'euros. Il a fallu évidemment faire le siège des administrations, des ministères pour obtenir tous les financements. Et ça a été un travail qui a pris des années et des années. Et on y installera une sorte de musée mathématique dans lequel tout le monde pourra venir s'informer. C'est quoi la mathématique? C'est quoi la culture? L'histoire mathématique? Pourquoi ça a changé la technologie, la façon de voir les choses? Et puis, c'est aussi un projet pédagogique. On a lancé des expériences telles que jeux de pistes mathématiques. On a abrité toutes sortes d'expositions, de jeux variés.
C'est un projet qu'on a entamé en 2011, qui est devenu complètement clair en 2017 et qui qui atterrira en 2020. Et justement, via l'IHP, là, vous en parlez. On a la sensation que vous avez essayé de relier la sphère un peu scientifique et la société civile. Donc par l'IHP, avec l'ouverture d'un ciné-club, par exemple, mais aussi par vous-même avec la saga Mathématiciens au métallo ou autre. Pourtant, en 2017, vous devenez député. Est-ce que cette décision découle d'un manque de portée de vos initiatives précédentes, de relier ces deux mondes, et vous vous dites que c'est plus facile en politique ? J'avais en tête que c'était plus difficile en politique. D'abord, effectivement, toute mon activité de directeur d'institut, elle a été placée sous le signe de ouvrir d'autres voies et faire du rassemblement et du panachage. Ça a fonctionné ? Tout à l'heure, et ça a très bien fonctionné. Tout à l'heure, je parlais du panachage des conseils d'administration. Je l'ai fait à l'Institut Poincaré en réactivant les postes des politiques. Il y avait les postes des tutelles telles que des collectivités locales, je veux dire la ville, la région, qui étaient essentiellement désaffectées, qu'on a réaffectées. Et puis surtout, et j'ai été le premier directeur à insister là-dessus, à avoir un président de conseil d'administration qui soit en dehors du monde universitaire. L'actuel, c'est c'est l'ex-président d'IBM France. Donc une association entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Tout à l'heure, je vous disais que c'était important et que j'y croyais. En tout cas, ce sont des choses que j'ai appliquées dans mon périmètre en tant que directeur. La décision de candidater en 2017, elle n'était vraiment pas prévue. Mon objectif, c'était plus, à dire la vérité, mon deuxième mandat s'achevait en 2019. Je voyais déjà qu'il ne serait pas suffisant pour mener jusqu'au bout le projet de maison des mathématiques et je m'apprêtais à demander une année supplémentaire en dérogation à mon conseil d'administration. Et puis le plan a été complètement chamboulé. J'ai candidaté donc on a fait une campagne éclair au lendemain des élections, donc sur le mois de mai, début juin, disons, en 2017. Mais la décision de candidater, je l'ai prise en avril. Et encore en janvier, c'était en dehors de mon radar. Pourquoi j'ai candidaté ? En premier, j'avais rencontré Emmanuel Macron en 2013. On s'était bien entendu. Quand vous connaissez personnellement, tout de suite, vous voyez d'un œil bienveillant. En second, dès 2010, j'étais militant en politique sur un sujet qui n'intéressait personne, à savoir la construction européenne. Militant dans les cercles fédéralistes, et je me définis encore comme un fédéraliste, au sein du think tank Europa Nova, dont j'ai pris la vice-présidence, en collaboration avec d'autres think tanks tels que Friends of Europe et d'autres encore. Et c'est dans ce contexte que j'avais été sensibilisé. D'abord, j'avais été sensibilisé par ma formation en tant que chercheur à la question importante de l'intégration européenne, et ensuite à travers ses activités politiques. Et quand j'ai vu la force avec laquelle le mouvement En Marche arrivait à faire vibrer l'idée européenne, je me suis dit que c'était de mon devoir de le soutenir. Il y avait aussi l'idée de se positionner en ni droite ni gauche, qui me tenait à cœur depuis longtemps et que j'avais annoncé publiquement à chaque occasion, y compris lors du soutien à Anne Hidalgo. Et c'était, on en parlera après. Voilà. Et puis, il y avait l'idée de, justement, dont vous parliez tout à l'heure aussi, d'utiliser les spécialisations, les talents spécialisés aussi en politique. Je fais partie de ceux qui croient que la politique n'est pas un métier, que c'est une fonction que vous exercez à un moment de votre parcours et qu'avoir exercé d'autres fonctions est un enrichissement pour faire cette fonction. Alors, tout ça, c'était suffisant pour me faire soutenir le mouvement. Ce n'était pas encore suffisant pour me faire prendre la décision de candidater. Pourquoi j'ai candidaté ? À un moment, le débat politique est devenu tellement confus, tellement incertain. Je me réveillais le matin avec la boule au ventre en me disant qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on aura un second tour au présidentiel entre la France insoumise et le Front National, qui était parfaitement possible au vu des évolutions. Et je me disais, c'est pas possible, là, il faut faire quelque chose. C'est plus le moment des demi-mesures, il faut s'engager complètement, et s'engager complètement, c'était... Et donc, grâce à vous, tous les Français ont évité en deuxième tour Front National et France Insoumise. Et il y a eu un... Qu'est-ce qu'on va dire ? Comme vous vous êtes engagé... Il y a eu un ressaisissement de l'ensemble de la nation. D'accord.
Et en tout cas, après est arrivée la campagne. En avant, il faut trouver un directeur de campagne. J'ai rappelé pour être directeur de campagne un proche que j'avais connu à Europa Nova, qui n'était pas du tout de ma circonscription, en disant, voilà, je me lance en politique, j'ai besoin de faire campagne avec quelqu'un que je connais personnellement, avec qui on a une relation proche. Il faut faire les équipes. Ouais, je vois l'affiche qui arrive là. Il faut apprendre toutes sortes de choses. Compliquer la campagne. J'ai maigri pendant la campagne. J'ai perdu des cheveux. Ils sont revenus un petit peu. Et puis, petit à petit, on s'y fait. Et au début, on est vraiment nerveux parce que scientifique, tout le monde vous aime. Politique, c'est pas du tout le cas. Et vraiment, on se pose la question, est-ce que c'est raisonnable de passer d'un statut dans lequel vous avez 80% de taux de confiance, c'est la cote des choses genre CNRS, 80-90%, à politique dans lequel c'est des 20%. Je crois que le plus bas de tout, c'est parti politique en tant qu'institution à laquelle les citoyens font confiance. C'est une vraie question. J'ai posé la question à un de mes proches, Jean-Pierre Bourguignon, très impliqué comme moi dans la construction européenne, président du European Research Council. Et je lui ai demandé, cher Jean-Pierre, vraiment, je me tâte, est-ce que tu as un conseil à me donner? Et il m'a répondu, ne fais pas ça, surtout. Un long email m'expliquant pourquoi il ne fallait surtout pas candidater, etc. Et j'ai bien décortiqué toutes les raisons qu'il me donnait, j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai dit non, ce ne sont pas des bonnes raisons, et donc je vais candidater. Nous allons maintenant réaliser une petite rétrospective et parler justement de votre engagement auprès d'Anne Hidalgo. Vous étiez quand même le président du comité de soutien. Nous voulons donc en savoir plus. Dès 2014, vous vous engagez en devenant président donc, du comité de soutien d'Anne Hidalgo pour les municipales. Et l'équipe de campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet, leur candidate UMP à la mairie de Paris, son équipe, avait publié une liste des membres du soutien ayant reçu des subventions de la part de la municipalité socialiste. Vous y avez été personnellement cité et avez même répondu dans la presse par rapport à cela. Comment avez-vous vécu cette entrée en politique ? C'était ma première vraie claque publique, incontestablement. Ça ne vous a pas freiné, finalement, pour la suite? Comment vous l'aviez géré? En premier, je me suis dit, bon, c'est nouveau, il ne faut pas s'affoler et voir comment ça se passe. Les réactions des gens, des citoyens, simplement les proches, les gens que vous croisez dans la rue et tout ça, ça vous aide aussi à vous forger une opinion. Les sommes pour lesquelles j'ai été attaqué, honnêtement, c'était tout petit par rapport au budget de l'Institut. C'était juste les montants qui servaient à financer les études. Et je dois le reconnaître ici aussi, si Jean-Louis Missica, dans les équipes de la ville de Paris, et qui était en tant que membre de mon conseil d'administration à l'Institut Poincaré, si lui n'avait pas cru en le projet d'Institut Poincaré, dès 2011, bien avant qu'on parle de la campagne municipale, le projet se serait peut-être jamais fait. Ça a été le premier qui a mis sur la table les quelques... je ne sais même plus combien ça représentait. C'était peut-être 100 000, peut-être 200 000 euros, honnêtement, je ne sais plus. Mais une somme toute petite par rapport aux 12 millions que finalement il a fallu pour l'ensemble du projet. S'il n'avait pas mis ça sur la table, on n'aurait jamais pu avancer. Alors, on se prend la grande claque. Et j'ai vu un phénomène intéressant, c'est que le comité de soutien, qui auparavant était plutôt dormant, d'un coup s'est réveillé face à l'adversité. Et l'attaque nous a soudés, très clairement, et en ce sens nous a rendu service. La question s'est posée, est-ce qu'on juste laisse courir ou est-ce qu'on répond? Et les membres du comité de soutien étaient très clairs sur le fait qu'il fallait absolument répondre. Et donc on a répondu. Et si mon discours d'investiture était sur un mode assez un peu léger dans l'écriture, la réponse en revanche a été sur un mode assez dur. Mais alors, quels sont les points dans le programme d'Anne Hidalgo qui vous ont convaincu et quelle différence peut-on trouver avec La République En Marche? Écoutez, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y avait beaucoup de points communs dans l'esprit et qui ont regretté qu'un accord n'ait pas pu être trouvé. Dans les toutes dernières déclarations d'Anne Hidalgo, on a l'impression qu'on s'achemine vers des accords et vraiment voire une candidature de consensus peut-être. En tout
cas c'est à vérifier, mais les toutes dernières déclarations le laissent envisager. Mais les grands axes que je retiens du programme Hidalgo, c'était d'abord le fait d'avoir un programme qui s'inscrivait de façon très réfléchie dans une perspective internationale et dans une perspective historique. Le fait de travailler sur cadre de vie et la conscience environnementale. Le fait de travailler sur la numérisation et la nouvelle économie. Un grand accent sur l'innovation avec l'Arche de l'innovation et le fait le fait de prendre les idées, les bonnes idées partout où elles étaient, avec un programme qui avait été fait de façon collaborative largement, des initiatives un peu emblématiques telles que celle de mettre à concours un certain nombre de rénovations emblématiques de bâtiments de Paris. Tout ça, c'est des idées qui sont 100% compatibles avec En Marche. Et je suis persuadé qu'on aurait que ça n'aurait pas du tout déparé qu'il y ait cette alliance. Et dans les faits, beaucoup de gens dans les équipes d'Anne Hidalgo sont aussi passés du côté des marcheurs. Et quelqu'un comme Jean-Louis Muisca, qui était le directeur de campagne d'Anne Hidalgo, a aussi été l'un des soutiens importants de la campagne d'Emmanuel Macron. Et concernant les politiques de façon générale, pensez-vous qu'il soit préférable qu'ils aient un passé, une carrière professionnelle ou des années de militantisme derrière eux, ou un mix des deux, ou avez-vous certainement, un mélange des deux est une bonne chose. Pourquoi Parce que le mélange est toujours profitable, ou presque. Et puis, par principe, parce qu'on aime les mélanges. Mais ce qu'on a vu, je vais vous parler de mon expérience vécue au groupe majoritaire, au groupe de députés. Le fait qu'il y ait parmi nous des profils très variés, ça a été très utile. On a un ancien du RAID, on a des gens qui ont été préfets ou entrepreneurs ou avocats, ou plein de spécialités, et on les voit au fur et à mesure des sujets, ce qu'ils peuvent apporter. Je me suis fait donner des cours d'optimisation fiscale par quelqu'un qui a passé des années à traquer l'optimisation fiscale à Bruxelles. Des cours de financement de l'innovation par quelqu'un qui avait passé des années à travailler sur le financement de l'innovation dans des banques. Je me suis fait donner des cours sur la façon dont ça se passe sur le terrain quand on est dans des forces de sécurité sur des questions extrêmement délicates. Bon, tout ça c'est très profitable. Et puis, c'est bien aussi d'avoir des gens qui sont des politiques plus aguerris, qui ont déjà eu des années au compteur, qui nous donnent certains codes, qui nous ont passé des recettes. Et finalement, ça fait mélange qui se débrouille bien. Mais c'est pas trop compliqué à gérer, puisqu'il doit y avoir quand même des intérêts divergents. Les processus de décision ne sont pas beaucoup plus longs. Ça change pas trop au quotidien. Je vais vous dire, ça alourdit pas les intérêts divergents, c'est la nature du monde. Et vous le comprenez très vite quand vous êtes en campagne et que vous rencontrez plein de monde sur les marchés, dans les institutions, partout, et ils veulent tous des choses différentes. Et vous dites, mais bon sang, comment je vais faire pour contenter autant de personnes avec des aspirations différentes? Et ça semble impossible. Et toute cette affaire, trouver des façons d'avancer ensemble pour des gens qui pensent différemment, c'est toute la politique. Justement, vous apparaissez sur de nombreux fronts, la mission pour l'IA, les maths, vous êtes le président de l'organisme scientifique, donc vous avez beaucoup de responsabilités. Comment est-ce que vous faites pour contenter tout ce monde-là, pour être présent pour tous et notamment être le défenseur de l'Essonne? Alors, en premier, les gens croient que je raconte des cracks quand je dis ça, mais l'un des problèmes les plus compliqués à résoudre quand vous êtes député, c'est l'emploi du temps. Non seulement parce que vous recevez des demandes de rendez-vous sans arrêt de tous les côtés, mais aussi parce qu'il faut sans arrêt être dans 2 endroits à la fois et parfois 3. Et j'ai déjà vu des situations dans lesquelles, dans 3 endroits différents de l'Assemblée nationale, le même sujet est discuté, et pour bien faire les choses, il faut littéralement être aux 3 endroits à la fois pour participer à différents votes, se renseigner, et ainsi de suite.
Et le fait qu'il y a eu très peu de travail sur l'intégration d'ailleurs de toutes ces différentes fonctions, même intégration au sens informatique du terme, n'y est pas étranger non plus. En premier lieu, il faut apprendre à travailler en équipe, bien sûr. On croit qu'on voit le député, mais derrière le député, il y a toujours son équipe. En l'occurrence, équipe de 5 personnes, 3 qui travaillent sur le national, 2 qui travaillent sur la circonscription. Les 5 se disputent les créneaux dans mon emploi du temps, sur lequel je n'ai même pas la main, et s'occupent d'équilibrer les choses en fonction de l'agenda. Des fois, il faut plus insister sur tel ou tel projet de loi. Il y a des rendez-vous réguliers, par exemple, en rapport avec l'Office parlementaire scientifique que vous évoquez, et dans lequel on aborde de très nombreux sujets. Des fois, il y a des rendez-vous en urgence à caser. Il y a la dose de communication qui est indissociable du travail politique. Et voilà. Et puis, vous apprenez petit à petit aussi à vous faire représenter, à travailler un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est pas une fonction de feignant, honnêtement, et ça contraste énormément avec l'image qu'on a des députés absents, des hémicycles vides. Très concrètement alors, qu'est-ce que vous avez fait pour faire avancer le projet de Paris-Saclay? En premier, organisé avec ma collègue Amélie de Montchalin beaucoup de débats publics. Un député, ce n'est pas un élu local. Dans la Constitution, le rôle local n'apparaît même pas. Si on regarde la Constitution, on s'occupe de voter les lois, contrôler l'action publique, contrôler le gouvernement, mais c'est marqué nulle part qu'on s'occupe des projets de circonscription. Et là, il y a quelque chose de paradoxal parce que on a cette image aussi que c'est très important de travailler sur la circonscription, et c'est comme ça que ça a été voulu. 5e République, le député élu en circonscription représentant la nation entière. De sorte que les sujets qui sont acquis sur le terrain et discutés sur le terrain en circonscription, ils servent à nourrir la réflexion nationale. Et je suis très attaché à ce système. Si jamais vous parlez à un moment, vous souhaitez qu'on parle à un moment de la réforme des institutions, il y a un enjeu derrière sur le mode de scrutin qui est inhérent à la façon dont on introduira la fameuse dose de proportionnelle dans les élections. Alors, pour revenir à Paris-Saclay, organisation de débat. Le député n'a aucun pouvoir administratif en circonscription, même plus la réserve parlementaire qu'il y avait avant. En revanche, on a le pouvoir de susciter des débats, d'influer sur les débats, de discuter avec tous les élus locaux, tous les postes de décision. Et depuis le début de mon mandat, ça a été en premier pour Paris-Saclay des centaines d'heures de discussion avec tous les niveaux, des maires, des administrateurs, des présidents d'universités ou d'autres organisations, des ministres, un président de la République. Discussion avec tout le monde et donner son avis, influencer ici, influencer là. Parfois, on y arrive, parfois on y arrive moins. Vous avez pu voir que je me suis beaucoup engagé publiquement pour un arbitrage rapide de la ligne 18, celle du Grand Paris Express, partie sud, qui doit desservir le plateau de Saclay, justement. Et le résultat de l'arbitrage a été très décevant pour le territoire, puisque le métro arrivera avec un retard probable de 3 ans sur un calendrier qui était déjà très serré. On ne se plaint pas de l'arbitrage, c'est un arbitrage, c'est la règle du genre, on l'accepte. On comprend que l'exécutif a été soumis à de très grandes contraintes, mais voilà, c'est un coup où on a travaillé beaucoup. Beaucoup travaillé, ça veut dire quoi? Rédiger des textes communs, des tribunes, des plateaux, et puis des rencontres. Travail d'influence. Et c'est dans le bon sens du terme, et une grande partie se fait en débat public. Par exemple, on a contribué de façon importante avec ma collègue à clarifier la palette de transports à mettre en œuvre pour répondre à la demande considérable qui aura lieu du côté du plateau de Saclay. On voit régulièrement que l'X et l'ENS se positionnent un peu comme voulant garder leur indépendance vis-à-vis de ce projet. En tant qu'ancien de l'ENS, est-ce que vous arrivez à concevoir que vos confrères aient un avis divergent à ce sujet? Oui, en l'occurrence, ENS Saclay, ex-ENS Cachan,
qui, elle, va se rattacher à l'université Paris-Sud, tandis que de l'autre côté, il y aura un autre bloc répondant au doux nom de New Uni, qui va se constituer aussi. Oui, ce sont des institutions qui ont une façon de voir les choses différentes, des cultures différentes. Pendant des années, le projet a vécu avec l'illusion d'un grand rassemblement et la constitution d'un grand organisme unique. Cette illusion, petit à petit, ceux qui connaissaient le dossier ont bien compris qu'elle était de façade et que l'accord était irréalisable. Et ça a été l'un des arbitrages douloureux qu'il a fallu faire dans les quelques mois passés, trancher que finalement il y aurait 2 pôles plutôt qu'un. Ce qui, en soi, n'est pas inquiétant à condition que la compétition, coopération entre les deux se fasse de façon constructive. Et en parlant un peu d'opposition, en juillet dernier, le gouvernement a annoncé un plan d'économie à hauteur de 331 millions d'euros en ce qui concerne l'enseignement et la recherche. Est-ce que vous ne ressentez pas une forme de frustration à l'idée de déployer autant d'efforts alors que finalement vous n'êtes même pas sûr que l'ensemble de vos résolutions seront appliquées faute de moyens ? Alors, en premier, pour revenir aussi sur votre question, vous parliez de l'école polytechnique et l'ENS. Je vais insister sur le fait aussi que, par exemple, le master MVA d'intelligence artificielle de l'ENS Saclay, qui est reconnu comme le meilleur de France en intelligence artificielle, est l'un des débouchés les plus populaires des polytechniciens qui veulent continuer dans cette voie en master. Et donc on voit qu'il y a des liens importants entre les deux, et on voit bien ici à quoi ça sert de se regrouper. Physiquement, c'est bien pour faciliter les échanges, les formations, les synergies entre les acteurs. Alors ensuite, pour les économies que vous évoquez, elles ont été compensé, plus que compensé par le budget qui a été voté ensuite et qui était il a fait plus que compenser puisqu'il était en augmentation par rapport au budget 2017, absolument. Donc sur cette question-là, où j'ai été très critiqué effectivement parce que j'avais pris la défense de la ministre en disant c'est une baisse qui n'est pas juste pour ce ministère, mais c'est une baisse qui répond à une urgence d'économie liée à l'insincérité du budget 2017 et dans laquelle tous les ministères ont pris leur part. Et c'était une situation complètement différente de celle du budget d'avant pour laquelle j'avais protesté. En deux, ce ne sont pas des actions ciblées qui vont dire c'est le budget de tel truc qui va baisser ou tel programme de recherche, mais c'est quelque chose qui était réparti et qui allait puiser de la plupart dans les fonds de réserve des différents établissements, des crédits qui n'étaient pas encore fléchés. Et je dirais qu'à mon sens, j'ai eu raison, puisque le budget qui venait après faisait plus que compenser cette baisse, et que l'engagement du candidat Macron, qui avait été sanctuarisation du budget de la recherche, a été plus que tenu, puisque ça a été une augmentation du budget de la recherche. Pour autant, je ne suis pas allé dire sur Twitter « Vous voyez, j'avais raison », j'ai juste laissé les choses courir. Pour revenir brièvement justement sur votre cumul des responsabilités, est-ce que vous pensez que c'est la légitimité, la reconnaissance que vous ont apporté la médaille Fields qui justifie un peu votre statut de super député? On vous voit en compagnie de tous les ministres, du président, il vous emmène en Chine. Comment l'expliquez-vous? Moi, je crois qu'il y a une part de, qu'est-ce qu'on va dire, licence journalistique qui enjolive les histoires. Parce que je ne suis pas du tout le seul député à avoir participé à 2 déplacements présidentiels. Et je n'ai pas été non plus l'un dans les tout premiers députés à faire partie des déplacements. Et on le voit, alors je le constate comme ça fait partie des règles du jeu, j'imagine. Dans le monde du journalisme politique, on enjolive beaucoup, ou au contraire, on en rajoute beaucoup dans le négatif. Et là où certains articles disent que je profite d'une sorte de statut de chouchou qui fait que je suis dispensé d'hémicycle, par exemple, je réponds, ben non, j'ai été pendant 6 mois député en mission, c'est réglementé par l'article de loi LO 144 de mémoire, qui dit que pendant la durée de la mission, vous êtes dégagé de vos obligations de parlementaire. Ça a duré 6 mois, ça correspondait à ma mission d'intelligence artificielle,
ça vient de s'achever. Et dans 2 semaines, je vais refaire mes permanences en hémicycle, comme tous les députés. 1 semaine, toutes les 4 semaines. Nous allons maintenant participer au petit jeu des mardis de l'ESSEC. Le concept est très simple. 3 questions, une seule réponse. À vous, Monsieur Villani. Monsieur Villani, si vous deviez changer de personnalité, que choisiriez-vous de devenir? Un humoriste pour pouvoir lâcher des bonnes blagues de matheux dont nous ne dirons même pas le nom pour ne pas créer de malaise dans la salle. L'acteur de Fight Club, Edward Norton, parce qu'on ne sait finalement pas vraiment combien de Cédric Villani vivent en vous. Jimmy Neutron, parce qu'il a une coiffure différente de celle de ses camarades, mais qui veut quand même faire de la science en restant cool. Waouh! Oh, allons-y pour le 3e, là. Le Jimmy Neutron. Bah ouais. Il est cool. L'avenir est aux jeunes. En avant pour la science. Et puis, ça me changera des banals yeux marrons. Alors maintenant, si vous aviez une soirée à passer, qu'est-ce que vous choisiriez? Un dîner aux chandelles, non pas avec votre femme, mais avec Clément, votre collaborateur et des équations. Un concert des Têtes Raides pour lâcher des gros pogos à l'ancienne? Ou une bonne petite boum dans la cafette de l'ENS pour se mettre une mine au kir et vous rappeler ce que c'était qu'être présidente du BDE. Les Têtes Raides, sans conteste, avec un bon vieux pogo, oui, ça fait longtemps. Je suis devenu bien copain avec Christian Olivier d'ailleurs, l'ex-chanteur des Têtes Raides. Il m'a même demandé d'écrire un petit mot pour préfacer son dernier album et j'ai été tout fier, vraiment. Selon vous, à quel homme politique devriez-vous donner un cours de maths particulier? Jean-Luc Mélenchon, car après vous avoir appris ce qu'était un contrat de travail, il serait temps de lui apprendre que les dépenses s'additionnent et que le résultat final, 3 milliards d'euros de dette, n'est pas un nombre imaginaire. Darmanin, pour lui apprendre à compter au-delà de 10, parce que si ça continue comme cela, arrivera un moment où il n'aura plus assez de doigts pour suivre le fil de ses accusations. Et finalement, Bruno Le Maire, pour lui apprendre des mesures et lui éviter de répondre « Je n'ai jamais été doué en maths » lorsqu'un agriculteur lui pose la question « Alors, un hectare, c'est combien en mètres ?» Alors, là, l'affaire est compliquée. Si le choix c'était entre Le Maire et Darmanin, je répondrais tout de suite Le Maire, parce que côté Darmanin, il y a tous les chiffres et on imagine bien qu'au budget, vous devez tout faire tenir. Mais du côté de l'économie, il y a la réalité importante que l'économie repose énormément maintenant sur des questions mathématiques. Et c'est des discussions que j'ai déjà eues avec lui, en tête-à-tête avec Bruno Le Maire, sur la façon dont ça fonctionne, intelligence artificielle, quel modèle économique, qu'est-ce que ça change. Alors maintenant, je dois dire que le cours particulier de maths à Jean-Luc Mélenchon, ça a quand même une saveur toute particulière. Nous souhaitons à présent évoquer plus en détail les 2 missions phares qui vous ont été confiées, à savoir la réforme de l'enseignement mathématique et le rapport sur l'intelligence artificielle. À l'automne 2017, le ministre de l'Éducation nationale, notre cher Jean-Michel Blanquer, vous a confié la rédaction d'un rapport sur l'enseignement des mathématiques en France avec Charles Torossian, inspecteur général de l'Éducation nationale. Vous déplorez les lacunes en mathématiques des petits héritiers de Poincaré et insistez sur la nécessité d'un changement de méthode. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de vos propositions ? Avant de présenter les propositions, je vais dire que cette mission a été à certains moments dure, je veux dire pour le moral ou juste en termes d'émotion, où on s'est dit plusieurs fois, mais comment c'est possible qu'on laisse perdurer des situations pareilles? Comment c'est possible qu'on tolère qu'il y ait une telle souffrance dans les salles de classe, souffrance des élèves, souffrance des enseignants, et pour tellement de monde. Mais les propositions qu'on a faites avec Charles Torossian et qui ont émané d'un travail en équipe, on était une vingtaine à plancher pendant plusieurs mois sur ce rapport et à auditionner des centaines et des centaines d'acteurs,
elles ont émané d'un consensus assez large et à vrai dire, on a été très étonné du niveau de consensus des acteurs qu'on a auditionnés. Je ne dirais pas que tout le monde était d'accord, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord, une très grosse majorité de celles qu'on a auditionnées. En premier, un ensemble de mesures portant sur la formation des enseignants, gestion des ressources humaines, et c'est incroyable qu'on accepte dans une société où les enseignants jouent un rôle aussi important qu'ils soient aussi peu formés. On ne l'accepte pas pour nos médecins, on ne l'accepte pas pour nos avocats, on accepte que nos enseignants aillent au combat, s'occuper de gérer des classes, ce qui est un exercice très difficile, de leur apprendre toutes sortes de sujets, ce qui est très difficile aussi, de leur apprendre un sujet aussi compliqué que la mathématique, qui n'est pas du tout naturel, avec presque aucune formation. Et on accepte qu'ils le fassent en commençant leur formation d'enseignant très tard, seulement après une licence qui, la plupart du temps, ne leur sera d'aucune utilité pour leur poste d'enseignant. Il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. On accepte ensuite qu'ils continuent en n'ayant quasiment aucune formation continue dans la suite. Et le peu de formation continue qu'ils ont est peu efficace. Et donc, tout le premier ensemble des mesures consiste à travailler sur cet écosystème de ressources humaines. Plus de formation initiale, formation continue, mieux organisée, des questions de travail en équipe, de travail en laboratoire. Inouï que enseignant soit l'un des rares métiers dans lesquels on ne se dit pas qu'il est naturel de se réunir en équipe au moins une fois par semaine. C'est un truc qu'on apprend à peu près pour tous les projets de la vie. Ça vaut que ce soit le conseil des ministres ou la direction d'un institut ou quoi que ce soit. Réunion hebdomadaire où on met ensemble les idées, où on fait le point, où on parle d'évolution, de stratégie et tout ça. Mais c'est très peu généralisé dans le monde de l'enseignement. Donc c'est sur ce genre de choses qu'on insiste en priorité. Et les questions de pédagogie, les questions technologiques peuvent aider le système d'enseignement, mais elles ne peuvent pas sauver le système d'enseignement. Sur ce sujet, comme sur les autres, les questions de ressources humaines viennent en priorité. En deuxième, les questions de pédagogie. Et il y a tout un ensemble de mesures qui ont trait à la pédagogie, contrairement à ce qui a été relayé ici et là par certains médias. On n'impose aucune méthode, et ça n'a jamais été dans notre propos de dire que tout le monde se mette à la méthode de Singapour et une autre méthode. Ce qu'on a dit, c'est rappeler quels sont les équilibres d'un cours de mathématiques, dire que la méthode de Singapour, on en demandait une évaluation sur une période de 3 ans, ainsi que de certaines autres méthodes pédagogiques quand elles ont une identité forte et qu'elles sont bien identifiées. Que 3 ans, c'est une bonne durée, qu'il y a toute une expertise dans le monde anglo-saxon pour faire des évaluations et que c'est quelque chose qui nous manque cruellement. Et on a parlé des équilibres pédagogiques et de rappeler qu'un cours de mathématiques, c'est quelque chose qui doit comprendre le bon dosage entre l'apprentissage des structures et celui des manipulations, les manipulations, interactions, jeux, les façons de nommer, de classer, les façons de conceptualiser et toutes les méthodes. Elles utilisent ces 3 ingrédients, parfois avec des variantes importantes, mais elles y sont. Les méthodes qui ont prouvé qu'elles fonctionnaient. On parle aussi du besoin de structurer, du besoin de démontrer, qui est la base du cours de mathématiques, de la nécessité de traiter moins de sujets plus en profondeur, de travailler sur le raisonnement, des choses comme ça. Travailler sur l'histoire, mais pas que. Et puis, troisième ensemble de recommandations ont trait à tout ce qui va pimenter, accompagner, améliorer le cours de mathématiques. La technologie, numérique par exemple, les clubs de maths, tous les clubs à tendance mathématique. Et ça va être des clubs d'échecs, ça va être des clubs de bridge à tendance mathématique, ça va être des clubs de magie, des clubs de clown, tout ce que vous voulez, il y en a un paquet. Justement, enfin, toutes ces activités extrascolaires, vous en parlez dans votre rapport comme un levier, par exemple, pour réduire les inégalités. Pourtant, on sait très bien que la participation à ce type d'activité, dans des lycées de zone REP+, par exemple, il y a beaucoup moins d'élèves qui vont y participer. Dans ce cas, comment règle-t-on cette problématique? Ces activités extrascolaires, obligatoires ou pas? Ça fait partie des orientations du ministre, et je suis complètement en phase avec lui, de dire, pour ce qui est de la réduction des inégalités, il faut des politiques actives. Il ne suffit pas de donner les mêmes cours à tout le monde pour réduire les inégalités. Il faut donner plus de choix
plus d'options est proposées à ceux qui sont le plus en difficulté, avec l'idée aussi que dans les milieux plus favorisés, il y aura plus d'opportunités qui viendront se faire dans le cadre de la famille, dans le cadre d'associations locales ou qui sait quoi. Et alors que trop souvent on a associé les options à des stratégies de création de classes d'excellence ou de filières préservées, il est temps d'utiliser ces options, ces activités supplémentaires activement pour la réduction des inégalités et pour l'intégration. Ah, je ne la connaissais pas celle-là. Il y a des associations qui ont travaillé spécifiquement sur ce sujet, qui ont de très beaux résultats, et on a accueilli des stages à l'Institut Poincaré là-dessus, de stages qui se passent par exemple pour des élèves issus d'écoles qui sont en situation un peu difficile ou défavorisée, qui font des stages pendant les vacances, donc des activités en plus, et qui travaillent en mode projet, qui travaillent en mode ouvert, qui travaillent en mode équipe, et qui ont de très très beaux résultats. Ce sont des leviers qui peuvent être extraordinairement plus efficaces que les programmes en eux-mêmes. Et en parlant des inégalités, il y a aussi une composante de genre. On voit, bon, là pour quitter la réforme des mathématiques, mais que dans le panorama des chercheurs, de façon générale, il y a très peu de femmes qui sont représentées. Pourquoi ? Qu'est-ce que ce constat révèle ? Comment faire face à ce problème, si c'en est un ? Le sujet est complexe et dépend des spécialités. En sciences, par exemple. Enfin, il est le plus exacerbé dans les sciences dites dures. Et là encore, ça varie d'une spécialité à l'autre. Grosse différence entre les sciences de la vie et les sciences mathématiques au sens large. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les formations qui mènent à la recherche dès le stade étudiant. C'est un souvenir vivace de mes années d'étudiant à l'école normale supérieure. 8%. Voilà. Je me souviens d'une promotion 1994 dans laquelle il y avait eu 6 filles recrutées en maths sur 41, et on avait été époustouflés. Ça ne s'est jamais reproduit, à ma connaissance, sur les 24 années qui ont suivi. Les dernières promotions, il y a genre 0, 1 ou 2 filles, ce genre-là. En revanche, ça s'est vu, des promotions 100% ou 90% féminines en biologie. Donc, une très forte différence d'une discipline à l'autre. Derrière, il y a beaucoup de facteurs, mais ce n'est pas encore bien clair quels sont tous les facteurs, mais il y a une très, très forte composante sociale, qui peut-être est de 100%, mais en tout cas qui est très, très forte, et ça se voit quand on fait les comparaisons internationales, à ce qu'il y a certains pays, certaines cultures dans lesquelles les pourcentages de femmes qui se lancent dans les carrières de chercheurs en sciences dures, en ingénierie, en électronique, en mathématiques, en informatique vont être supérieurs. Par exemple, ce n'est pas vraiment un hasard si la première femme médaillée Fields était une Iranienne. Iran, c'est une culture dans laquelle, en sciences, il y a une tradition où ce n'est pas du tout quelque chose que les filles vont s'interdire. Alors, Mariam Mirzahrani avait fait carrière aussi aux États-Unis après, mais elle venait d'Iran. En Israël, j'ai été choqué de voir la proportion, choqué dans le bon sens du terme, de voir la proportion de femmes qui sont dans le monde de l'intelligence artificielle. Et j'ai appris avec stupeur aussi qu'une partie de cela, de cette intégration, se jouait pendant le service militaire, qu'en Israël est extrêmement long, comme on le sait, et qui est une occasion de lancement de projets à haute technologie et de projets de recherche aussi, parfois. Et là aussi, on a un système et une culture dans lequel on trouve beaucoup de femmes. Sans doute la plus célèbre chercheuse en informatique théorique actuellement est une israélienne, Irit Dinour. Et ce sont des profils qu'on ne retrouve pas ici en France, donc une très forte composante culturelle. Alors, comment aller contre ? Là aussi, si on se contente de donner les mêmes chances à tout le monde, ça ne marchera pas. D'ailleurs, historiquement, en France, en mathématiques, la plus grande régression sociale par rapport à la représentation des femmes dans les carrières de recherche mathématique, sans conteste, ça a été la fusion
entre Ulm et Sèvres. Du jour où la fusion a eu lieu, les pourcentages de femmes en maths ont chuté. Parce qu'il y en avait beaucoup qui se voyaient très bien faire carrière dans l'environnement protégé de Sèvres et qui ne voulaient pas le faire dans l'environnement mixte que devenait la rue d'Ulm. Et on voit ici comment ce qui semble être un progrès peut être à la fin pragmatiquement une régression. Et donc il faut lutter activement et certainement en proposant des choses en plus, en travaillant spécifiquement sur la publicité pour ces carrières auprès des femmes, voire des stages spécifiques, voire des formations spécifiques. Pour un sujet qui n'est pas celui des sciences, mais un sujet qui est celui de la politique, où on sait bien aussi que les femmes sont trop surreprésentées, comment on a fait à La République En Marche pour constituer les listes? Ça avait été affiché, réaffiché quand on voulait un objectif de mixité. Quand les premières candidatures aux investitures sont arrivées, ça a été très clair qu'il y avait une proportion écrasante d'hommes. Il a fallu faire une communication spécifique en direction des femmes et en refaire encore une. Et là, on a réussi à avoir beaucoup plus de femmes qui se sont décidées à sauter le pas. Et là, on a pu constituer les listes. Et le résultat, on le voit, c'est la première fois qu'on a un groupe avec une aussi bonne mixité dans le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors en parlant de l'Iran, vous évoquiez l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, vous disiez à l'un de vos collaborateurs qui s'orientait justement vers l'intelligence artificielle, est-ce que tu sais ce que tu fais? C'est un sujet sans grand avenir. Aujourd'hui, vous affirmez... Vous voyez le flair que j'ai. Aujourd'hui, au contraire, vous affirmez l'intelligence artificielle va se diffuser partout comme l'électricité. Vous avez été missionné donc, par le gouvernement en septembre 2017 avec le secrétaire d'État chargé au numérique pour travailler sur ce sujet. Vous affirmez qu'il est nécessaire de développer l'IA. Pourquoi? Quels sont les avantages? Quels sont les enjeux pour un pays comme la France? Et est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour rattraper les États-Unis et la Chine? On parle du plan Le Maire, dédié aux investissements pour l'innovation et l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être suffisant pour amorcer un rattrapage de la France? Intelligence artificielle, d'abord, ouais, je m'étais bien planté quand j'avais dit à mon collègue tu es en train de faire une erreur, et j'ai jamais cherché à le cacher d'ailleurs. On s'est tous plantés au sens où il y a encore quelques années, les meilleurs experts ne croyaient pas dans l'avenir du sujet en tant que sujet opérationnel efficace. Et sur le thème encore plus particulier des réseaux de neurones qui sont devenus mondialement célèbres, l'opinion de tout le monde a changé en 2012 quand un concours a été gagné par le réseau de neurones, alors qu'auparavant, les gens y pensaient juste pas, parce que ça avait été essayé pendant des décennies sans succès. Jusqu'à encore quelques années plus tard, on trouvait des experts extrêmement respectés qui ne croyaient juste pas que ça allait pouvoir marcher. Et puis c'est venu. Pourquoi c'est venu? Pourquoi ça a progressé autant? À vrai dire, on ne sait toujours pas. Les moyens de calcul ont progressé, les bases de données ont progressé, la vitesse d'exécution a progressé, oui. Mais même comme ça, on ne comprend pas pourquoi les algorithmes, maintenant, avec ces nouvelles données, fonctionnent beaucoup mieux. C'est comme genre, on améliore d'un facteur 2 la capacité de calcul, on se retrouve avec des solutions qui sont multipliées d'un facteur 10, ou encore mieux que ça. Et le fait qu'on soit incapable d'expliquer ça, très certainement, c'est l'un des plus grands défis scientifiques actuels. Et le défi, c'est d'expliquer l'IA pour le moment pour la France, ou surtout d'amorcer le rattrapage? Le défi, c'est tout ça. Les deux en même temps? Vous êtes impatiente, c'est bien, vous avez raison, il faut travailler sur tout. Mais il y a un défi scientifique qui est juste de comprendre pourquoi ça marche. Scientifique, il a en tête que des fois, c'est utile de comprendre les choses et que ça peut aider pour réaliser d'autres choses. On est incapable de dire actuellement, vraiment, a priori, quels sont les types de problèmes sur lesquels l'IA fonctionne bien et ceux sur lesquels l'IA ne fonctionne pas bien. Parce qu'on n'a pas vraiment compris les caractéristiques qui font que ça se met en place. Et il y a des enjeux qui vont derrière, type émergence spontanée de la structuration, qui sont absolument passionnants.
et des théoriciens fascinants là-dessus. Alors maintenant, le gros enjeu, ceux pour lesquels tout le monde se bat et pour lesquels les pays sont en une compétition acharnée, ce n'est pas pour cet enjeu de compréhension, c'est pour la guerre économique, très clairement. Et avec l'idée que les impacts économiques peuvent être tellement importants en termes d'amélioration de produits, amélioration de logiciels, création de nouveaux modèles économiques dans le domaine du transport, dans le domaine de la santé, changement d'efficacité radicale peut-être dans le domaine de la défense. Les enjeux en termes économiques, en termes de souveraineté, en termes d'efficacité de la puissance publique sont tels que, et la puissance privée aussi d'ailleurs, sont tels que tous les pays ont la crainte de se faire distancer. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on peut arbitrer entre justement le besoin de développer l'intelligence artificielle et le besoin aussi de sécuriser nos données de l'autre? De sécuriser les données par rapport au développement de l'intelligence artificielle qui elle-même nécessite d'énormes bases de données pour fonctionner. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet qui est sécuriser les individus par rapport à leurs données, leurs informations. C'est tout l'enjeu de la protection des données personnelles, sur laquelle on a planché récemment à l'Assemblée nationale, en ayant à cœur de se mettre au diapason du droit européen, extrêmement protecteur des individus, de très loin le droit le plus protecteur du monde, et en même temps de ne pas le surtransposer et de laisser des mécanismes se mettre en place pour que nos entrepreneurs puissent avoir un accès plus facile à l'expérimentation. En second, il y a la question de la protection de nos bases de données par rapport à la compétition internationale, avec un enjeu de souveraineté et un message à transmettre à nos entreprises qui ont de précieuses données, secteurs, des données qui ne sont pas encore, pour la plupart, dans les grandes plateformes américaines. Le message, c'est il y a, pour exploiter vos données, pour vous aider, toute l'expertise qu'il faut en Europe, largement, en termes de recherche, en termes d'ingénierie, en termes de faculté à développer des produits. Et ce sont des enjeux qui relèvent du droit, mais aussi de la culture et aussi de l'action administrative. Alors, il y a la question du développement, de la recherche et du développement de l'investissement, et vous évoquez la question des moyens. Oui. Et les moyens, ça représente plusieurs choses. Et c'est assez dur de faire le périmètre parce que l'intelligence artificielle, justement, va s'interfacer et se marier avec tous les secteurs. Et quand on parle de budget IA, ça veut dire un budget pour la recherche en intelligence artificielle. Et sur ce domaine, on l'évoquait tout à l'heure, l'enjeu d'attirer les chercheurs est extrêmement important. Il y a un enjeu en termes d'infrastructure de calcul, calcul intensif, supercalculateur, cloud, centre de données. Il y a un enjeu aussi qui peut se poser plus tard, qui va se poser plus tard, de construction du hardware, comme on dit, construction des puces, architecture, sur lequel l'Europe devra venir un jour ou l'autre si elle veut être souveraine dans un certain sens. Et puis, dans l'IA, il y a aussi la capacité à financer les startups, la capacité à financer la recherche et le développement dans les différentes industries. Et puis, les besoins de formation énormes. On en parle tous les jours en ce moment. La formation professionnelle en France, c'est 32 milliards par an. Si ne serait-ce que 3% étaient réaffectés à la formation en intelligence artificielle, ça veut dire déjà 1 milliard par an. Vous voyez, ça fait tout de suite des budgets énormes si on les prend dans le bon sens. 1 milliard en recherche, ça serait phénoménal. Mais 1 milliard en formation, on se dit que ça ne serait pas trop. Et donc, c'est très dur d'arriver à calibrer le bon ordre de grandeur des budgets. Alors, certains pays ont déjà mis sur la table des budgets. C'est extrêmement dur de faire les comparaisons à cause du problème de périmètre. On a fait, pour les besoins de notre étude, on a cherché à faire des estimations budgétaires avec plusieurs méthodes. Une méthode en regardant action par action, qu'est-ce qui est souhaitable. Une méthode par benchmark international. A priori, c'est plus ça, mais même ça, c'est très dur parce qu'on compare des choux et des patates, parce que les structures des économies sont très différentes dans les différents grands pays. La structure de l'économie en Chine est très différente de celle qui est en France, très différente de celle qui est aux États-Unis, et ainsi de suite. Et puis, on a essayé aussi de mettre à contribution l'expertise des grands cabinets de conseil en travaillant sur
ce qu'ils font beaucoup, puisque c'est l'aide à l'efficacité, donc la structure de la valeur ajoutée, dans quel domaine l'intelligence artificielle est efficace, donc qu'est-ce qu'il est raisonnable de mettre sur la table, est-ce qu'il faut plutôt investir dans tel ou tel secteur. Intelligence artificielle et santé, par exemple, le gain de productivité attendu sont très forts. Intelligence artificielle et éducation, en revanche, les gains attendus sont très faibles, du moins dans l'avenir proche. Et voilà, on a essayé de comparer les trois approches. Une dernière question maintenant sur l'intelligence artificielle. On note que 64% des Français, selon un sondage IFOP, sont inquiets des développements de l'IA. Comment peut-on faire pour les rassurer? Qu'est-ce que vous proposez? En premier, il faut leur dire, mes chers amis, l'intelligence artificielle a été faite pour vous aider. Elle a été faite pour aider les entreprises, pour aider les citoyens, et ne pas le développer, ne pas l'adopter, ça veut dire au contraire, perdre en compétitivité, faire gagner la concurrence internationale, et là, il y a un vrai danger. On peut leur dire aussi, on sait que l'intelligence artificielle peut mener à des dérives éthiques et amener à des dérives éthiques, comme ça a été très bien analysé par différents auteurs outre-Atlantique, avec des choses qui sont juste inacceptables en termes de la façon dont on utilise les algorithmes dans certains cas pour prendre des décisions importantes pour notre vie, ou la façon dont ça a été utilisé pour améliorer les politiques publiques, menant finalement à une dégradation de la puissance publique. Et ces exemples, non seulement on les a vus, mais on va s'en inspirer, mais on va aussi mettre en place les organismes ad hoc qu'il faut pour éviter que ce genre de dérive se produise. Des observatoires, comités d'éthique, etc. Et puis, le simple fait d'en parler, d'en discuter est important. En France, la qualité du débat a été globalement très bonne. Et elle a monté en compétences sur l'année écoulée, très clairement. Et on a vu petit à petit les médias organiser des forums de bonne facture et de meilleure facture. Et c'est un point important. On est persuadé qu'à terme, le fait que, par rapport aux concurrents américains, par exemple, on a une excellente culture générale, ça va être utile par rapport à ça, où l'adhésion des citoyens est importante. Merci Cédric Villani. Oui. Une dernière question qui va être très rapide, on s'en doute. Vous ne voulez toujours pas nous dire les significations de votre araignée? Jamais. On s'en doutait. Nous vous remercions. Aujourd'hui, j'en ai mis une chinoise, tenez. Nous en profitons pour vous annoncer la venue de notre prochaine invitée, Valérie Pécresse, le 27 mars. Et nous allons désormais passer aux questions du public. Oui, tout d'abord, la question de notre partenaire, la Tribune. Bonsoir à tous et bonsoir Cédric Villani. Voici la traditionnelle question de la Tribune, partenaire des Mardis de l'ESSEC. Cédric Villani, un récent rapport vient de tomber disant que l'un des principaux dangers de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle puisse tomber dans de mauvaises mains. On parle beaucoup de cybercriminalité, on parle beaucoup aussi des problèmes éthiques que pose l'intelligence artificielle. Alors, à l'heure où vous préparez, vous mettez la touche finale au rapport que vous allez remettre sur ce sujet, je voudrais savoir, d'après vous, qu'est-ce que serait une intelligence artificielle des Lumières, si je puis dire, c'est-à-dire à l'européenne, humaine, prenant en compte les considérations humaines et éthiques. Comment réguler, maîtriser cette intelligence artificielle qui va tout changer dans nos vies. Merci beaucoup et j'en profite pour lancer un appel à tout le monde dans la salle, tous les étudiants. La Tribune organise le 9 avril prochain au Grand Rex une grande soirée où nous remettrons des prix aux jeunes entrepreneurs sélectionnés par le journal. Donc vous êtes tous invités, venez sur le site de la Tribune pour vous inscrire, c'est gratuit. Allez, bonne soirée, merci de votre réponse Cédric Villani à cette question dont je ne doute pas qu'elle suscitera chez vous beaucoup d'intérêt. Merci. Oui. J'ai cru qu'il allait dire une grande soirée dansante et tout ça, mais... Alors, oui, il y a quelques jours, il y a ce rapport qui est sorti, qui était un rapport sérieux et qui parle de dérives ou de possibles dangers associés à l'intelligence artificielle. Aucun des risques évoqués dans le rapport ne nous a surpris. C'était toutes des choses qu'on avait sous le radar. Et bien sûr, technologie plus performante vient avec de nouveaux risques, de nouveaux dangers, et en termes de cybercriminalité, de nouvelles possibilités.
ça vient aussi avec de nouvelles possibilités en termes de cyberdéfense. C'est toujours une question de bouclier qui s'adapte aux épées. En premier, il y a la question de savoir en quelle main ça tombe. C'est jamais la technologie en elle-même qui est dangereuse, ce sont les humains qui l'utilisent. Et évidemment, on n'a pas trop de contrôle sur qui sont tous les éventuels cybercriminels ou individus ou puissances mal intentionnées qui vont l'utiliser. Mais on a déjà le devoir, pour nos différents acteurs, par exemple dans la sphère publique, de les contrôler, de faire attention que les algorithmes travaillent sur des bases qui ne sont pas délirantes. Tout à fait envisageable qu'il y ait des institutions qui soient chargées de réaliser ce genre de contrôle quand il s'agit d'algorithmes importants. Et il ne s'agit pas tellement de contrôler le code, il s'agit de vérifier, en le testant, que les algorithmes délivrent bien, si je puis dire, ce qu'on attend d'eux. En second, c'est important de mettre en place des bonnes règles éthiques, des filtres. La CNIL aujourd'hui est nécessaire pour donner son aval à n'importe quel projet qui utilise une base de données avec des données personnelles. Bien sûr que sur les questions éthiques, sur les questions d'intelligence artificielle, il y aura aussi des comités éthiques pour donner des règles à appliquer, soit pour l'efficacité, soit pour la simple bonne application morale. Tout à l'heure, on parlait de la question de la représentation féminine. Bien sûr que ça va être un des axes parmi plein. Si notre intelligence artificielle, entraînée comme la plupart des intelligences artificielles aujourd'hui sur une base de données, travaille sur des choix qui ont eu un biais de genre, eh bien, elle sera automatiquement avec un biais de genre, même si ça n'a jamais été dans l'intention du programmeur. Et on ne pourra pas s'en rendre compte si on n'a pas identifié qu'on a un biais dans cette activité et dans notre base de données. Et ce sera un métier ou une fonction que de détecter les biais dans les bases de données, de les débiaiser, si je puis dire, et de travailler comme ça à ce que ce soit bien appliqué, bien représentatif. Ça, c'est juste un exemple. Question du public, peut-être ? Bonsoir, Monsieur Villani. Merci d'être venu nous parler ce soir. Vous parlez beaucoup des mathématiques et du certain désamour qu'il y a en France. On observe un désamour aussi pour les matières littéraires et pour les langues. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Merci. Oui, c'est un peu embêtant. Les scientifiques disent qu'il y a un désamour pour les sciences, les littéraires disent qu'il y a un désamour pour la littérature. La question, c'est on s'intéresse à quoi maintenant chez nos jeunes ? Et certains vont dire que c'est une vraie question. Sur la question des lettres, à coup sûr, on est encore de plein fouet dans la transition des supports, des modes d'information, du numérique. Tout à l'heure, dans la petite présentation, vous insistiez sur le fait que j'ai passé mon enfance avec des livres. Ben oui. C'était vraiment, et comme beaucoup de gens, pour beaucoup de gens de mon âge aussi, certainement, un élément fondamental d'accès au monde. Et je passais des heures tous les jours à lire. Ce sont des profils qui sont devenus extrêmement rares. Et le mode de communication avec l'extérieur, pour beaucoup de monde, c'est devenu réseaux en ligne, réseaux sociaux, encyclopédie électronique ou ce que vous voulez. C'est juste différent. Il y a des questions qui sont des vraies questions sur la faculté de concentration, faculté d'intérêt, faculté à se passionner, avec l'idée que si vous avez des informations sur tout qui vous arrive, il peut y avoir un effet, vous devenez blasé. Et tout ça, ce sont des sujets qui sont à l'étude chez les experts. De la même façon, vous savez qu'il y a une diminution tendancielle du quotient intellectuel qui est une réalité en Occident et qui est observée alors que le quotient intellectuel a plutôt tendance à augmenter en Asie, par exemple. Je n'aime pas le quotient intellectuel.
Mais il y a quelque chose ici, cette évolution nous montre qu'il y a des évolutions dans nos modes cognitifs et dans notre façon d'appréhender le monde. On va voir. Dans le temps, on a connu d'autres grandes révolutions dans notre façon d'appréhender le monde. La plus célèbre, c'est le passage de l'oral à l'écrit. Et on sait bien que ça a été aussi controversé, étudié. Et qu'à l'époque, Socrate avait argumenté contre l'écrit en disant « avec l'écrit, on connaîtra moins les choses parce qu'on ne les apprendra plus, on n'aura plus tant de choses en mémoire. Il y aura des malentendus parce que des choses seront lues par des gens à qui ce n'était pas destiné. Et puis surtout, les gens ne vont plus découvrir les choses par eux-mêmes. Ils vont les prendre pour argent comptant en les lisant. » Et on a vu que toutes ces prédictions se sont réalisées. Ça a été en échange de certains autres grands avantages, et bien sûr, ça a ouvert la voie à des projets collaboratifs et à une sophistication dans les constructions intellectuelles, scientifiques et autres inouïes. Mais c'était une transition qui n'a pas été sans douleur. Peut-être qu'aussi on est dans une transition qui est douloureuse et qu'il faut se réapproprier à l'intérêt. Par rapport à ces questions d'intérêt et d'engagement, je vous conseille une vidéo qui nous a été recommandée dans le cadre des auditions sur l'enseignement mathématique. La vidéo s'appelle Curious Minds, Serious Play, quelque chose comme ça. C'est un TED Talk donné par un célèbre didacticien, spécialiste de didactique, pédagogie. Et il vous montre des expériences où on voit des jeunes enfants qui sont extraordinaires en termes d'engagement, d'attention et d'intérêt pour les sciences. Et il explique bien que c'est beaucoup plus facile de passionner un gamin de 6-7 ans qu'un adolescent de 13-14 ans. Et que même au plan cognitif, cérébral, la réceptivité est meilleure, dans certains cas, les suggestions sont meilleures et tout ça. Et qu'il y a un potentiel énorme dans nos enfants. Et que c'est une erreur de vouloir leur donner des choses trop simples, comme c'est une erreur de parler trop simplement aux petits-enfants. Il ne faut pas hésiter à leur présenter des problèmes complexes dans certains cas. Et on le voit là-dedans. Et il nous dit, vraiment, on voit des exemples sur lesquels le gamin a la bonne intuition d'explication de mécanismes de tel ou tel dispositif, là où le prix Nobel est interloqué. Bonjour Monsieur Villani. Ouais. Oui. Merci de vous être déplacé. J'aurais une question. Quand vous avez répondu à la question de... je ne me souviens plus lequel des intervieweurs. Concernant comment faire pour rassurer les Français sur les questions d'intelligence artificielle. Et la première chose que vous avez dite, c'est qu'il fallait leur dire que l'intelligence artificielle a été créée notamment pour aider, enfin pour les aider dans le but de les aider. Et seulement, moi, pour prendre un exemple, j'avais lu sur un article sur le programme d'intelligence artificielle de Google qui avait créé 2 intelligences artificielles qui ont communiqué ensemble et qui ont, au bout d'un certain temps, créé un langage de communication indéchiffrable par l'homme. Et donc ma question serait, très bien, ça a été l'intelligence artificielle conçue pour aider l'être humain, mais que faire si ça devient incontrôlable et même si ça a été dans des bonnes intentions, ça peut dériver, quoi. Alors, en premier, pour qualifier cette expérience et le compte-rendu qui en a été fait, j'utiliserai un mot qui a été remis à l'honneur récemment par un politique français, de bullshit. Et évidemment, quand on a vu les rapports, il y avait cette idée que les 2 intelligences avaient inventé un protocole secret pour échapper à l'humain et parler entre eux. N'importe quoi. C'est très facile de créer des codes, c'est très difficile de les déchiffrer. Et
quand on arrive à déchiffrer des codes, c'est peu que parce qu'ils s'inscrivent dans certaines gammes de codes, genre le cryptage RSA ou d'autres façons de coder pour lesquelles on connaît les règles du jeu ou certaines règles du jeu. Et donc, en soi, cette question de code de communication n'est pas du tout impressionnante quand vous rentrez dans le fond de ce qui s'est réellement passé. L'idée de mettre ensemble des robots et de les faire jouer l'un contre l'autre aussi, c'est quelque chose qu'on voit déjà il y a très longtemps. On voit une expérience de ce genre dans les chercheurs des Bell Labs se sont amusés à ça à un moment avec Claude Shannon et certains de ses acolytes. C'est raconté dans le passionnant ouvrage de John Gertner sur les Bell Labs. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'innovation, c'est vraiment un des 10 ouvrages à absolument lire. Ça s'appelle The Idea Factory. Et on vous parle aussi de ce développement de la robotique, de l'intelligence artificielle dans les tout débuts. Et ce qui est effrayant dans l'idée de l'intelligence artificielle qui prend son autonomie, c'est l'idée de conscience, l'idée de volonté. On est à des années-lumière de représenter ça, d'ailleurs de le comprendre aussi par rapport à nous. Stanislas Dehaene, qui est peut-être le plus célèbre expert en la matière en France, a publié récemment un ouvrage sur la conscience qui est épais comme ça. Et ça mêle des questions de perception, de fonctionnement neuronal, plein de choses qui ne sont pas encore comprises. Et c'est vraiment pas demain la veille qu'on arrivera à émuler une machine qui sera dotée de conscience ou d'autonomie. Ça viendra peut-être. C'est tout à fait possible que ça vienne un jour, mais ce n'est pas pour les années qui viennent, ni pour les décennies qui viennent. Maintenant, derrière l'intelligence artificielle, il y a des choses qui sont dangereuses, oui, il ne faut pas chercher à le cacher sous le tapis. C'est vraiment la mauvaise utilisation par des utilisateurs mal intentionnés, soit qu'ils fassent des erreurs, soit qu'ils utilisent pour des buts néfastes, ou alors ce sont les questions qui ont donné lieu à des spéculations considérables sur l'évolution du travail et l'évolution de l'emploi, pour lesquelles on a une très très grande incertitude. Mais ce n'est pas le syndrome de la singularité, comme on dit, la prise d'autonomie. Très bon ouvrage pour démonter cette question du mythe de l'intelligence artificielle qui prend son autonomie, c'est celui de Jean-Gabriel Ganassia qui s'appelle « Le mythe de la singularité » et qui montre aussi comment ça s'inscrit dans un discours de type mythique, mystique et religieux. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure et j'aurais dû commencer par ça. Et effectivement, tout à l'heure, quand on m'a demandé comment rassurer les gens, j'ai dit en premier, en insistant sur le fait que ça allait servir les gens, que c'était fait pour être utile. J'aurais dû en tout premier dire besoin d'incarner et de mettre des visages derrière l'intelligence artificielle avec des chercheurs en intelligence artificielle, des start-upers en intelligence artificielle, des ingénieurs en intelligence artificielle. Et ça, c'est une étape fondamentale. Dans nos auditions, ça a été marquant de rencontrer certains développeurs dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, qui vous parlent de l'intelligence artificielle, les difficultés à la mettre en œuvre, de toutes les complications, de leurs espoirs aussi en la matière. Et puis, il faut des gens pour l'expliquer. Au Québec, le Canada est une des nations qui ont émergé en intelligence artificielle récemment. On a beaucoup parlé, bien sûr, des États-Unis et Chine, mais il y a aussi les 3 pays qui viennent après, qui sont importants actuellement, qui jouent vraiment à l'échelle internationale, qui sont le Canada, Israël et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Et le Canada a monté en flèche en la matière récemment. Au sein du Canada, le Québec a un rôle très important et une partie importante du succès de l'IA au Québec tient à la personnalité de Yoshua Bengio, qui est l'un des chercheurs les plus célèbres en la matière et qui est aussi personnalité charismatique, très connue du grand public. La Céline Dion des sciences, comme me l'a présenté le scientifique en chef du Québec. Nous allons prendre une dernière question. Rassurez-vous, pour les autres questions, vous pourrez aller voir M. Villani au cocktail qui se déroulera en cafétéria.
Bonsoir Monsieur Vizalani, merci pour votre intervention. Vous nous avez donné des éléments de réponse sur comment les entreprises européennes peuvent valoriser les silos de data qu'elles ont. Ma question porte plus sur la collection de ces données dans le contexte du GDPR. Comment favoriser cette collecte des données comme le font les BATX ou les GAFA? Alors le GDPR en bon français c'est le RGPD, Règlement général de la protection des données, qui a été adopté au niveau de l'Union européenne, qui entrera en vigueur d'ici 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été, pour lesquels on a travaillé à faire la transposition dans les droits nationaux, les uns et les autres membres de l'Union. Ce droit, je vais mentionner aussi que c'est une vraie histoire européenne, et c'est même une histoire franco-allemande importante, puisque l'initiative revient à un député allemand qui, au début, a porté le projet au niveau du Parlement, et puisque la CNIL a beaucoup inspiré le règlement. Et c'est aussi une histoire européenne, bien sûr, puisque ça a été adopté simultanément donc, dans toute l'Union. Et ça concerne pas seulement les entreprises européennes, mais aussi les entreprises américaines exerçant en Europe, avec des droits très importants de défense du consommateur. Donc la première réponse à ça, c'est, vous parlez des entreprises européennes et la collecte des données, mais ça impacte aussi les entreprises américaines, chinoises ou autres, à partir du moment où elles opèrent en Europe. Ensuite, le RGPD, il a été conçu pour allier, en même temps, si j'ose dire, la rigueur et l'efficacité, l'initiative. Et il met des garde-fous très importants, par exemple contre le profilage intempestif, contre l'utilisation de données dans un cadre qui est pas le bon. Et en même temps, il travaille sur la possibilité opérationnelle pour les entreprises d'arriver rapidement à collecter leurs données ou à mettre en œuvre leur protocole de recherche. Dans le cadre français, la plus importante des mesures qui ont été mises en œuvre au cours des derniers mois pour travailler sur ce sujet, elles ne relèvent pas du RGPD, mais des mesures d'accompagnement au niveau de l'efficacité des processus de la CNIL, avec un travail pour raccourcir les délais d'instruction, complainte numéro 1 des startups en la matière, les délais trop longs d'instruction des dossiers par la CNIL, qui peuvent prendre des années. Et la CNIL a annoncé fièrement que sur les dossiers examinés cet automne, les délais moyens d'instruction étaient juste un peu plus que 2 mois. Et c'est une tendance très bonne, c'est le bon ordre de grandeur du temps qu'il nous faut. Et puis, ça a été affirmé, la volonté a été affirmée aussi qu'au niveau de la jurisprudence, il n'y aurait pas de frein trop important qui serait apporté et qu'on travaillerait toujours à respecter le bon équilibre. On a travaillé déjà au niveau de la gouvernance, au niveau du Parlement, à cet équilibre. Et par exemple, même si c'était un détail, c'est un des amendements qu'on a porté au Parlement, au groupe majoritaire, contre la volonté du gouvernement, le fait qu'on ne rajoute rien dans la procédure sur la collecte et l'utilisation des données de santé. Et que, pour aller dans la technique, seuls les projets de recherche en santé étaient soumis à autorisation non seulement de la CNIL, mais aussi de l'INDS, Institut national des données de santé. Le projet du gouvernement était que les projets liés en collecte des données de santé, même si ce n'était pas recherche, devaient passer par l'INDS. Et on s'est opposé à ça au motif qu'il fallait rien faire qui complique la vie des projets, des entreprises, des startups dans le domaine de la santé. Et c'est quelque chose sur quoi on aura la volonté d'être vigilant et efficace. Vouloir se protéger efficacement dans le RGPD, ça a été fait avec détermination, et dans le RGPD, il y a par exemple un système répressif lourd en cas de manquement. Mais l'idée étant que le filet de protection important vous permet ensuite d'évoluer sans prendre trop garde à ce qui pourrait vous arriver. Vous êtes protégé et donc vous pouvez prendre des risques. C'est l'idée. Et c'est vu comme un facteur de compétitivité important aussi sur le long terme,
sur un sujet où la confiance est un ingrédient indispensable à la mise en œuvre de la stratégie. Et donc le RGPD, c'est le filet de sécurité qui est là pour garantir la confiance, pour avoir plus de confiance pour les citoyens, pour les entreprises et pour permettre l'instruction rapide des dossiers et la mise en œuvre rapide de la stratégie innovante. Voilà. Cédric Villani, merci beaucoup.